8 ans après m'avoir mise à la porte enceinte avec $20, mon ex m'a invité à son mariage pour m'humilier. Hier, je suis descendu de mon jet privé avec les jumeaux qu'il avait autrefois qualifiés d'erreur et la salle est devenue silencieuse. Bonjour, je m'appelle Rowena et il y a 8 ans, mon mari m'a mise à la porte sous la pluie, enceinte, sans le sou, avec rien d'autre qu'un billet de $20 et l'écho d'une porte claquée. Il m'a dit que j'étais une erreur, que nos enfants ruineraient son avenir hier. Il m'a invité à son mariage, non pas par gentillesse, mais pour m'humilier à nouveau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'entrerais pas seul. Alors, avant de commencer, dites-moi, que feriez-vous si l'homme qui a ruiné votre vie vous tendait le micro devant tous ceux qui avaient autrefois détourné le regard? Parce que je l'ai pris et je n'ai pas chuchoté. Maintenant, toute la salle sait. Voulez-vous entendre ce que j'ai dit? L'enveloppe était épaisse, lourde dans mes mains, comme si elle transportait plus que du papier. Mon nom était écrit d'une écriture audacieuse que je connaissais trop bien, même après 8 ans. Silas. Pendant un moment, je suis resté assise à la table de la cuisine, la fixant, alors que le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, rayant la pièce d'or et d'ombre. Mes jumeaux étaient dans le salon, leur rire se mêlant au son d'un dessin animé à la télévision. Ce son m'a ancré, car ce que je tenais dans ma main menaçait de me ramener à un endroit où j'avais juré de ne jamais retourner. Quand je l'ai ouverte, j'ai eu l'impression de décoller une cicatrice qui venait à peine de se refermer. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage, formelle, gaufrée, prétentieuse. Ma gorge s'est asséchée en lisant son nom associé au sien. Sous les lignes imprimées se trouvait une note manuscrite, d'une cruauté désinvolte. J'espère que tu as tourné la page. J'aimerais que tu vois à quoi ressemble le bonheur. Je suis resté figé. Mes doigts tremblaient, non pas d'un amour perdu, mais du souvenir de cette nuit. La nuit où il m'a poussé dehors sous la froide pluie du Texas, enceinte et en pleurs, avec rien d'autre que $20 froissés dans ma poche. Je me souviens de m'être tenu sous le lampadaire, serrant mon ventre, chuchotant à la vie à l'intérieur de moi que d'une manière ou d'une autre, nous survivrions. Je n'étais rien à l'époque. Du moins, c'est ce qu'il m'a fait croire. Mais je ne suis plus elle. Les murs de cette maison sont les miens. L'hypothèque, l'entreprise, la vie que j'ai construite, c'est à moi. Et dans le salon se trouvaient 2 enfants de 7 ans aux yeux vifs. Les mêmes erreurs qu'il disait ruineraient sa vie. Des erreurs qui se sont avérées être mon salut. Pourtant, cette note, elle a transpercé l'armure que je pensais avoir développée. Il ne cherchait pas à me contacter. Il n'était pas curieux des enfants qu'il avait abandonnés. C'était du théâtre. Il voulait que je le regarde jouer le rôle d'un marié heureux, me voir tressaillir. J'aurais dû jeter la carte à la poubelle. Je me suis même tenu près de la poubelle, l'invitation pendant de ma main, la poitrine serrée par l'envie de la déchirer en morceaux. Mais les détails ont attiré mon attention. Le mariage avait lieu au Barton Creek Country Club, le même endroit où, des années auparavant, il m'avait exhibé comme un échec devant nos amis lorsque le divorce était devenu public. Je pouvais encore entendre le rire de ses copains, la façon dont il avait trinqué à de nouveaux départs pendant que je me tenais humilié au bar. Ce n'était pas une coïncidence. C'était délibéré. J'ai posé l'invitation et j'ai appuyé mes paumes sur la table. Une chaleur lente et nauséabonde s'est répandue en moi. Il avait choisi le seul endroit chargé de honte, sachant exactement quel souvenir cela déterrerait. Mais en fixant les lettres dorées, quelque chose a changé. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était de la clarté. Il voulait me cadrer dans son histoire comme le fantôme de son passé, l'ex-femme brisée qui ne se relèverait jamais. Plus tard dans la nuit, après que les jumeaux aient été couchés, ma meilleure amie Margot est passée. Elle a repéré l'invitation sur le comptoir et a sifflé. « Ro, dis-moi que tu n'envisages même pas ça », a-t-elle dit en jetant son manteau sur une chaise. Il te tend un piège. Ne lui donne pas cette satisfaction. Je sais, ai-je murmuré en fixant ma tasse de thé. C'est un piège. Alors jette-la. Je n'ai pas répondu. Parce que même en le disant, je ne pouvais pas. Quelque chose à ce sujet m'attirait. Pas pour chercher la vengeance, pas encore, mais pour me prouver que je n'étais pas la femme qu'il pensait pouvoir humilier. Le lendemain, la curiosité l'a emporté. J'ai appelé le country club sous prétexte de confirmer ma présence. La femme à la réception a brassé des papiers, m'a mise en attente, puis est revenue avec des mots qui m'ont donné la chair de poule. Je ne vois pas votre nom sur la liste des invités, madame,
mais vous êtes inscrite au programme de la soirée. Il est indiqué ici, segment de divertissement spécial. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Divertissement. Mon estomac s'est retourné en réalisant ce qu'il avait fait. Il ne m'avait pas invité en tant qu'invité. Il m'avait mise en scène comme partie d'un spectacle, une blague. J'ai raccroché sans un mot. Mon reflet me fixait depuis la fenêtre de la cuisine. La femme que j'étais, la femme qu'il pensait que j'étais encore, et la femme que je devais être. Pendant un instant, l'humiliation a brûlé, chaude et profonde, comme il y a toutes ces années. Mais en dessous, quelque chose de plus stable s'est agité. Si Silas voulait une performance, je lui en donnerais une qu'il n'oublierait jamais. Je me tenais dans ma chambre, le silence pressant comme du coton contre ma peau. L'invitation était sur ma table de chevet, non ouverte à nouveau, bien que je connaisse chaque mot qu'elle contenait. S'il voulait une performance, je lui en donnerais une qu'il n'oublierait jamais. Mais je ne le ferais pas par rage. Non, j'avais dépassé ça. C'était une question de quelque chose de plus profond, de récupérer la version de moi-même qu'il avait essayé d'effacer. J'ai sorti la vieille boîte du haut de mon placard, la poussière glissant du couvercle comme de vieux souvenirs. À l'intérieur se trouvait la robe, en soie ivoire, une marque de créateur, toujours nichée dans le même papier de soie d'il y a 10 ans. Silas l'avait achetée pour moi pendant notre brève période dorée, quand il faisait encore semblant de m'aimer, avant que les chuchotements de contrôle ne commencent, avant que le « tu as de la chance que je sois avec toi » ne commence à empoisonner chaque compliment. Il ne m'a jamais laissé la porter. Il disait que c'était trop pour quelqu'un comme moi. Je ne me suis pas battu à l'époque. Je me souviens d'avoir hoché la tête, de replier la robe dans son papier de soie comme si j'étais d'accord. Maintenant, je l'ai enfilée. Elle épousait toutes les bonnes formes, lisse sur mes hanches, douce contre mon dos. Je me suis tourné lentement dans le miroir, m'étudiant, non pas par vanité, mais avec reconnaissance. Ce n'était pas juste une robe. C'était une déclaration. Tu ne m'as pas brisé, ai-je chuchoté. Dans le couloir, les jumeaux gloussaient à propos de quelque chose sur la tablette. Je suis sorti, toujours pieds nus, et ils ont tous les deux levé les yeux. Les yeux de ma fille se sont écarquillés. Maman, tu ressembles à une héroïne. J'ai cligné des yeux. C'était une chose si simple à dire pour une enfant de 7 ans, mais ça a fissuré quelque chose en moi. J'ai souri et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Merci, mon cœur. J'ai un événement ce week-end, c'est tout. Elle a hoché la tête sérieusement, puis est partie en courant comme si elle venait de me remettre une couronne. Cette nuit-là, après qu'il se soit couché, je me suis retrouvé dans la salle de bain, lumières éteintes, porte fermée, juste assise sur le carrelage froid. Je n'ai pas pleuré. Pas vraiment. Je me suis juste laissé sentir à quel point j'étais fatigué de porter le silence, de jouer poliment pendant que les gens réécrivaient la vérité. J'avais bâti une entreprise, une vie, une maison, mais je n'avais jamais nettoyé les coins où les vieilles histoires vivaient encore. Le lendemain matin, je suis allé au salon sur Congress Avenue. C'était une décision de dernière minute. Peut-être que j'avais besoin d'un nouveau look. Ou peut-être que j'avais juste besoin de rester assise pendant que quelqu'un d'autre faisait le travail pour une fois. Je feuilletais un magazine quand j'ai entendu 2 femmes au lavabo derrière moi. Tu vas au mariage de Silas Cavanaugh? J'ai entendu dire que ça allait être énorme. Il a enfin tourné la page avec cette ex-reine du drame. Oh, j'ai entendu dire qu'elle a menti sur sa grossesse, qu'elle l'a piégée, puis qu'elle est partie. Je n'ai pas bougé. Mes doigts se sont resserrés sur la page. Leur voix continuait, jetant des détails comme des confettis. Elle a tout simulé, ma fille. Elle est partie avec son argent. Il a de la chance de s'en être sorti. J'ai fermé le magazine. Ma coiffeuse a croisé mon regard dans le miroir, hésitante. Ça va, a-t-elle demandé doucement. J'ai forcé un sourire. Oui, je viens de réaliser que j'ai déjà entendu cette histoire, mais que la fin est complètement fausse. Je suis parti avant qu'elle ne me remarque. Je suis sorti dans la rue, la chaleur du Texas épaisse comme du sirop, et je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint. Je n'étais pas surprise. Pas vraiment. Silas avait toujours eu le don de se faire passer pour la victime dans n'importe quelle histoire. Mais entendre des étrangers répéter ces mensonges comme des évangiles, ça a creusé plus profondément que ce à quoi je m'attendais. Plus tard dans la journée, une enveloppe blanche ordinaire a été glissée sous ma porte.
Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste mon nom en lettres capitales. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des clichés de moi entrant dans mon magasin, jouant avec les jumeaux au parc, sortant même du palais de justice où j'avais récemment déposé une demande d'expansion de mon entreprise. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Une note dactylographiée était jointe. Il observe depuis des mois. Il n'a jamais été question de tourner la page. Je l'ai lu 2 fois, puis encore. Quelqu'un avait engagé un détective privé, et ce n'était pas moi qui avais passé la commande. Silas savait. Il savait pour la vie que j'avais construite, le succès, les progrès discrets que j'avais faits. Il n'était pas tombé sur mon nom dans un registre ou n'avait pas été pris de nostalgie. Il m'avait tendu un piège. Ce mariage, cette invitation, ce n'était pas une clôture. C'était une performance de domination. Il voulait à nouveau contrôler le récit. Je me suis assise à la table de la cuisine. L'enveloppe et les photos étalées devant moi. Ma main tremblait, mais pas de peur, de concentration. Mon esprit s'est immobilisé d'une manière qui semblait presque sacrée. Je n'allais pas me déchaîner. Pas encore. C'était un jeu maintenant, et on venait de me donner son livre de jeu. Il pense que je suis toujours la même fille qu'il a laissée sous la pluie. Il a tort. Cette fois, j'apporte une tempête. Je n'ai pas beaucoup dormi après ces photos. Je suis juste restée assise près de la fenêtre, sirotant du thé froid, regardant la lumière du porche clignoter comme un mauvais souvenir essayant de rester en vie. Le silence s'étirait sur les murs, de la même manière que cette nuit-là. Il y a 8 ans, je me tenais au bord du même genre de silence. À l'époque, j'étais enceinte de 5 mois, debout dans notre cuisine de San Marcos avec des chevilles enflées et un cœur grand ouvert. Silas venait de signer un contrat immobilier fantaisiste et était entré comme s'il possédait la moitié du Texas. Je pensais qu'il serait heureux, que nous nous installerions enfin dans quelque chose de doux. Mais à la minute où j'ai mentionné un prénom de bébé que j'aimais, il a levé les yeux au ciel. Ro, cette grossesse, ça te rend imprévisible. Je ne peux pas t'avoir près de mes partenaires comme ça. Je pensais avoir mal entendu. Je porte notre enfant, ai-je dit, tenant toujours le livre de prénoms de bébé que j'avais marqué de petits post-it. Il ne m'a pas regardé. Je t'ai donné le choix. Tu le savais. Tu aurais pu y mettre fin. Nous en avons parlé. Non, ai-je chuchoté. Tu as parlé. Je n'ai jamais été d'accord. Il a finalement croisé mon regard alors, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Juste du calcul. Alors tu pars. Ce soir. Je te donnerai $20 et un trajet jusqu'à la gare routière. C'est le mieux que je puisse faire. Je n'ai pas pleuré. Pas devant lui. J'ai fait un sac de sport avec ce que j'ai pu. 2 robes, une brosse à dents et l'échographie que je gardais cachée dans la tranche d'un livre. Je l'ai fermé lentement, comme si prolonger ces dernières secondes pouvait le faire changer d'avis. Il n'a pas bronché. Il pleuvait à verse quand je suis sorti. Pas une fine bruine, mais le genre de déluge qui trempe les chaussettes avant même de trouver un abri. Il ne m'a pas offert de parapluie. Il a juste fermé la porte derrière moi. La pluie se mêlait au flou dans ma vision alors que je descendais le trottoir. Ma sœur vivait à quelques pâtés de maison. Elle nous avait aidés à emménager une fois. Elle m'aiderait sûrement maintenant. J'ai frappé à sa porte, grelottante, le sac de sport serré fort comme un radeau de sauvetage. Quand elle a ouvert la porte et m'a vu, son expression n'a même pas changé. Oh, Rowena, a-t-elle soupiré. Que as-tu fait cette fois? Je suis resté là, abasourdi. Il m'a mise à la porte. Je n'ai nulle part où aller. Elle a croisé les bras, sa voix baissant jusqu'à ce ton froid qu'elle réservait à ses pires jugements. Tu sèmes toujours la zizanie. Tu n'écoutes jamais. Pourquoi traînes-tu un bébé dans ce pétrin? Je l'ai supplié. Honnêtement, je l'ai supplié, mais elle ne m'a même pas laissé entrer. Elle a dit que j'étais toxique et que je devais me ressaisir. Cette porte claquée a frappé plus fort que celle de Silas. Alors je me suis tourné vers la seule autre option, la maison de ma mère, à environ 20 minutes dans le Hill Country. Je suis allé à la station-service et j'ai utilisé la cabine téléphonique. Ça a sonné 5 fois avant qu'elle ne décroche. Sa voix était plate dès le début. Silas m'a déjà appelé. Mon estomac s'est retourné. Appelé à propos de quoi? Il m'a tout dit.
Que tu as triché. Que le bébé n'est pas le sien. Que tu essaies de le piéger. Je t'ai élevé mieux que ça, Rowena. Ne viens pas ici. Clic, j'ai tenu le téléphone à mon oreille longtemps après que la tonalité ait commencé. Ce moment-là, quand votre propre mère croit l'homme qui vous a rejeté plutôt que la fille qu'elle a élevée. Ça vous fait quelque chose. Ça vous reconfigure les os. J'ai marché pendant des heures après ça, les chaussures faisant un bruit de succion, les cheveux plaqués, les poumons en feu. C'est quelque part près du bord de la ville que des phares se sont arrêtés à côté de moi. Et, ça va? C'était une adolescente, peut-être 16 ans. Les cheveux auburn attachés en queue de cheval, un appareil dentaire brillant quand elle souriait. Je ne la reconnaissais pas, mais elle m'a regardé comme si j'étais humaine. Pas un problème à résoudre ou une histoire à tordre. J'habite à côté de Silas, a-t-elle dit. Je vous ai vu partir. Vous n'aviez pas l'air bien. Je m'appelle Harper. Avez-vous besoin d'un transport quelque part en sécurité? Je ne me souviens même pas d'avoir hoché la tête. Juste de m'être glissé sur le siège passager, de l'eau dégoulinant partout, la chaleur de ses bouches d'aération ressemblant à de la grasse. Elle m'a conduite à une petite église méthodiste de l'autre côté de la ville. Ma grand-mère dit qu'ils aident les gens qui ont besoin d'un nouveau départ. Vous n'avez rien à expliquer, a-t-elle ajouté doucement. Pas à moi. Et je ne l'ai pas fait. Pas à ce moment-là. Mais je ne l'ai jamais oublié. L'église m'a laissé rester dans une arrière-salle pendant 2 semaines. Après cela, j'ai trouvé un refuge pour femmes à Austin qui m'a aidé à me remettre sur pied. Ils m'ont aidé à trouver un travail, un appartement. Ils m'ont aidé à devenir la femme que je suis maintenant. Mais tout a commencé avec une fille dans une Honda déglinguée qui n'a pas demandé d'explication, juste offert de la chaleur. Je me suis raconté cette histoire tellement de fois. C'est comme une berceuse, non pas pour me complaire, mais pour me souvenir. Toutes les trahisons ne sont pas bruyantes. Parfois, elles chuchotent à travers des portes closes et des regards jugeurs. Et parfois, le salut se présente sous la forme d'une adolescente avec une mauvaise playlist et trop de questions. La semaine dernière, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif que j'ai aidé à financer, une jeune femme a présenté une proposition de sensibilisation communautaire. Son badge nominatif indiquait « Harperlan ». Sa voix était forte, ses idées meilleures. Elle ne m'a pas reconnu, et je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Mais en la regardant parler, j'ai senti quelque chose monter en moi que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Je n'ai jamais pensé que je reverrais Harper. Mais le destin sait toujours comment boucler la boucle. Au moment où je suis arrivé au voiturier de l'hôtel Crescent, le soleil s'était couché derrière la ligne d'horizon et avait laissé une fine rougeur sur le ciel de Dallas. La ville semblait trop propre, trop soignée, comme si elle essayait trop d'impressionner, tout comme Silas. Le dîner de répétition se tenait dans l'une de ces salles de bal privées extravagantes. Des roses blanches débordant de centres de table plaqués or, des serveurs en smoking offrant des verres de prosecco avant même que j'aie franchi le seuil. Personne n'a demandé mon nom. Je suis entré comme si j'y avais ma place. C'est ça le truc. Les gens remettent rarement en question la confiance lorsqu'elle est portée comme une armure. J'ai aperçu Silas avant qu'il ne me voie. Il faisait le tour de la salle, se penchant pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'un homme, tapant sur l'épaule de quelqu'un d'autre, affichant toujours ce faux sourire de politicien qu'il avait perfectionné il y a des années. Colline se tenait à ses côtés comme un trophée, grande, mince, polie jusqu'au bout de l'âme. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer à l'université, et ses boucles d'oreilles semblaient avoir leur propre service de sécurité. Elle m'a remarqué la première. Son sourire a tenu, mais ses yeux ont tressailli, juste la plus petite lueur de confusion qui s'est transformée en reconnaissance. Elle a chuchoté quelque chose à Silas, et c'est là que tout son corps s'est immobilisé. Je n'ai pas bronché. Il s'est approché comme un homme marchant dans le brouillard, ne sachant pas s'il voyait un fantôme ou un problème. « Rowena » a-t-il dit, la voix douce, le volume réglé pour un public. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Je suis pleine de surprises » ai-je répondu. Il a ri, fort et vide, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que les autres entendaient. « Tout le monde, voici Rowena. Nous avons été brièvement mariés il y a longtemps. » Elle n'a pas vraiment pu suivre. Quelques personnes ont ri poliment. Un homme a toussé maladroitement dans son verre. J'ai juste souri,
froide et immobile. Les mots ne piquaient pas. Plus maintenant. Pas quand j'étais là, dans la même pièce d'où il avait essayé de me tenir à l'écart, portant la confiance comme un parfum. Pas quand je savais exactement sur quoi il avait bâti tout cet événement. Des mensonges, une image, un contrôle fragile. Je me suis dirigé vers la table de la vente aux enchères caritatives. Les articles étaient disposés avec de petits écriteaux, des forfaits spa, des ballons de football signés, même un week-end dans un vignoble à Napa. Au bout de la rangée se trouvait un simple presse-papier, la feuille d'engagement de don. J'ai pris le stylo, j'ai signé mon nom avec un soin délibéré et j'ai noté le chiffre, 250 000 $. En dessous, j'ai ajouté, au nom de la Fondation Harper Lee. Pas de théâtralité, pas d'annonce. J'ai posé le presse-papier et je suis parti. Il a fallu environ 15 minutes avant que les chuchotements ne commencent. La tête de Silas s'est brusquement tournée vers la table comme s'il avait senti de la fumée. Colin s'est penché, lisant le nom à haute voix, les sourcils grimpant si haut que j'ai cru qu'il disparaîtrait dans sa chevelure. Quelques invités ont regardé vers moi, clignant des yeux, se recalibrant. La fille qui l'avait moqué, celle qui ne pouvait pas suivre. Elle venait de surenchérir sur tous les invités de la salle. J'ai siroté ma boisson lentement, laissant le silence se répandre comme de l'encre dans l'eau. Plus tard, pendant les toasts, Silas a pris le micro. Je connaissais trop bien cette voix. Chaque montée et descente, chaque pause calibrée pour un effet maximal. Il a raconté l'histoire de sa rencontre avec Colin, comment elle avait apporté stabilité et concentration à sa vie, comment elle l'avait aidé à corriger les erreurs de son passé. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Certaines personnes, a-t-il dit en souriant légèrement, ne sont que ça, des erreurs. Mais la bonne chose avec les erreurs, c'est qu'elles peuvent être corrigées. Applaudissements. Rire. Je n'ai pas cligné des yeux, pas froncé les sourcils, pas touché mon verre. Mais à l'intérieur, un nouveau vœu a été écrit sur ma poitrine comme de l'encre sur la peau. Il n'appellera plus jamais mes enfants comme ça. Ni en public, ni en privé, jamais. Ils ont ri avec lui ce soir, mais bientôt ils verront qui est la vraie erreur. J'ai à peine dormi. La suite de luxe que Silas avait réservée pour mes jumeaux et moi, bien que sous le prétexte d'accueillir la famille, ressemblait plus à un accessoire de théâtre. Drap blanc, savon de créateur, machine à expresso que je n'ai pas touché. Tout criait au soigné, au performatif, tout comme lui. Le matin est arrivé tranquillement, le genre de matin qui porte un poids que l'on peut sentir dans la poitrine. Le soleil filtrait à travers les rideaux à moitié tirés, et pendant un instant, j'ai regardé la ville respirer à travers la vitre. Dallas donne toujours l'impression d'essayer de prouver quelque chose. Je me suis assise à la coiffeuse, toujours en peignoir, fixant mon reflet. Ma robe était accrochée près de la porte, repassée, ajustée, intentionnelle, un satin bleu marine profond, structuré et élégant, une couleur qui signifiait les affaires sans crier à l'attention. La version de moi d'il y a 8 ans n'aurait pas osé porter quelque chose comme ça. Elle n'aurait pas cru qu'elle le méritait. On a frappé à la chambre communicante. Doux, rythmé. Maman, mon fils, on doit vraiment y aller aujourd'hui? J'ai ouvert la porte et je me suis agenouillé. Juste le petit déjeuner et la cérémonie. On sera à la maison pour le dîner. Mais pourquoi sommes-nous même ici, a ajouté ma fille derrière lui. Il ne nous aime même pas, j'ai inspiré lentement. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos du fait que nous soyons vus. Pas en se battant, juste présents. Ils ont hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans leurs yeux. Ils en avaient trop vu pour leur âge, mais ils ne m'avaient jamais vu abandonner. Alors qu'ils retournaient dans leur chambre pour se préparer, je me suis finalement levé et j'ai enfilé ma robe. La fermer m'a donné l'impression de sceller quelque chose, comme si le passé était plié dans le tissu. Je me suis de nouveau regardé. Le maquillage était subtil, les cheveux épinglés proprement, mais ce sont les yeux qui m'ont trahi. Fatigué, mais stable. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité, le pouce planant, puis j'ai tapé pour l'ouvrir. Il prépare quelque chose. Ne le laisse pas gagner à nouveau. Une photo était jointe, floue, prise de côté. Silas riait, tenant une feuille de papier dans une main, un micro dans l'autre. La légende en dessous, répétition du discours de la réception. Blague finale, révélation de l'avis d'expulsion. Je suis resté immobile, le lisant 2 fois, puis 3 fois de plus.
Mon estomac ne s'est pas noué. Mes mains n'ont pas tremblé. Au lieu de cela, tout en moi est devenu silencieux. Il y a une différence entre la rage et la résolution. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Un autre message a suivi quelques secondes plus tard. C'est Harper. Je travaille avec votre organisation à but non lucratif maintenant. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je voie votre nom sur la liste des donateurs. Je suis désolé. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Je l'ai entendu hier soir. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Harper. Je me suis souvenu de la jeune fille qui m'avait autrefois conduite à un refuge de l'église sans même me demander pourquoi je pleurais. Elle avait 17 ans à l'époque. Peut-être gentille, un peu effrayée, mais assez courageuse pour faire ce que des hommes adultes n'avaient pas fait. Maintenant, elle était adulte, et elle se souvenait. Mes mains se sont abaissées, le téléphone toujours brillant dans ma paume. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis de nouveau tenu devant le miroir. Ce n'était plus seulement une question de mariage. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question de la femme qu'il avait laissée sous la pluie et des 2 enfants qui dormaient dans la chambre voisine. C'était à propos de chaque fois que j'avais mordu ma langue pour les protéger. Chaque fois que j'étais restée silencieuse pour éviter d'être qualifiée d'amère ou d'instable. Maman a de nouveau appelé ma fille en entr'ouvrant la porte. Nous sommes prêts. On dirait que tu vas à la guerre. J'ai souri. Non, juste marcher dans le feu la tête haute. Elle a souri. C'est la même chose. Nous sommes descendus lentement, par l'ascenseur, croisant des inconnus en tenue de cocktail et trop de parfum. Personne ne m'a regardé directement. C'est ce qui est drôle avec ces événements. Les gens ne regardent qu'une fois qu'on leur a dit qui compte. Et aujourd'hui, j'ai décidé que je comptais. Je n'étais pas venu pour supplier. Je n'étais pas venu pour avertir. J'étais venu parce que le fait d'être là était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Chais. S'il pensait que je resterais là et serais à nouveau sa risée, il allait apprendre à quel point il avait tort. Nous sommes arrivés délibérément en retard. Pas assez pour interrompre, juste assez pour que les têtes se tournent lorsque les portes de la salle de bal se sont ouvertes et que le quatuor accorde à hésiter en pleine mesure. Les jumeaux sont entrés à mes côtés, costume bleu marine assorti et chaussures cirées, leurs petites mains agrippant les miennes comme des ancres. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Chaque caméra dans la pièce s'est tournée. Chaque chuchotement a basculé dans notre direction. Silas m'a vu avant que je ne le voie. Le sourire narquois qui s'était si facilement étiré sur son visage au début de la cérémonie a maintenant tressailli très légèrement. J'ai vu ses yeux parcourir les enfants, puis se poser sur moi, et s'attarder plus longtemps que prévu. La fausse chaleur de son visage s'est refroidie d'1 degré, et c'était suffisant. Nous avons pris nos places près du fond, là où la famille non invitée s'attarde habituellement. Personne n'a osé remettre en question notre présence, ni avec l'assurance calme que je portais, ni avec les regards silencieux que je rendais. L'argent vous achète le silence, mais la dignité, ça vous vaut des regards. La cérémonie a repris. Des vœux répétés à la perfection. Des sourires plus polis que sincères. Silas a tenu les mains de Colin comme s'il le pensait. Mais les mots qu'il a choisis, ils étaient pour moi. Je me tiens ici aujourd'hui pour prendre un nouveau départ, pour construire quelque chose de pur, non pas à partir d'erreurs, mais de promesses. Les gens ont applaudi, mais certains m'ont regardé de côté. Quelques-uns trop longtemps. Colin a suivi avec sa propre lame enveloppée de satin. Nous construisons une vie enracinée dans la vérité, libre de fardeau, et sans le poids des restes de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas bronché, pas même un clignement d'yeux. Au lieu de cela, je me suis penché vers mon fils et j'ai chuchoté, laisse-les parler. Parler, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il a souri comme s'il le savait déjà. Après les vœux, pendant que les photographes rassemblaient les invités en grappe comme des ornements pour la bobine de mariage parfaite, je me suis excusé sous prétexte de prendre l'air, et à la place, je me suis dirigé vers la table du livre d'or. L'organisatrice de l'événement se tenait à proximité, un presse-papier à la main, jetant un coup d'œil sur les cartes de dons disposées pour la vente aux enchères caritatives. J'ai pris le stylo en argent, j'ai signé mon nom, nom complet en écriture claire, et j'ai fait une pause juste assez longue pour qu'elle le voie. Rowena K. Morland, ai-je dit. Bienfaitrice. Ses sourcils se sont levés. Attendez, vous êtes la Rowena. Oui. Elle a lu le bulletin de dons et a cligné des yeux.
C'est plus que le total de l'événement entier. J'ai souri doucement. C'est le but. Sa voix a traversé la salle murmurante. Mesdames et messieurs, nous tenons à remercier notre plus grande bienfaitrice, Madame Rowena Morland, pour sa contribution incroyablement généreuse. Ce mariage vient de devenir notre collecte de fonds la plus réussie à ce jour. Une salve d'applaudissements a suivi. Pas forte, mais suffisante pour faire basculer l'énergie de la pièce. Je ne me suis pas retourné pour voir la réaction de Silas. Je n'en avais pas besoin. Ensuite, je me suis éclipsé aux toilettes pour dames. Non pas pour me retirer, juste pour respirer. Le silence à l'intérieur semblait honnête. Pendant une seconde, je me suis laissé regarder dans le miroir, non pas pour arranger quoi que ce soit, mais pour me rappeler qui j'étais en sortant. Et c'est là que la porte s'est ouverte derrière moi. Colline. Ses talons claquaient trop vite sur le carrelage. Son reflet est apparu à côté du mien, les yeux pleins de poison et d'insécurité. Tu ne peux vraiment pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Je me suis tourné lentement, calme comme de l'eau dormante. Tu n'étais même pas censé être là, a-t-elle sifflé. J'ai gardé les mains jointes. Et pourtant, je suis là. Elle s'est approchée. Tu penses qu'écrire un chèque te rend importante? Tu seras toujours ce qu'il a laissé derrière lui. Des déchets. J'ai laissé l'insulte flotter dans l'air un instant, puis doucement, sans la moindre once d'agressivité dans ma voix, j'ai dit, c'est drôle, les déchets ne volent généralement pas en jet privé. Sa bouche a tressailli. Elle l'a ouverte comme si elle allait répliquer, mais rien n'est sorti. Je suis passé devant elle sans un autre regard. La laisser mijoter. Laisser les mots s'installer de la même manière qu'elle a essayé de s'installer dans une vie bâtie sur les ruines de quelqu'un d'autre. De retour dans la salle de bal, j'ai trouvé les jumeaux assis tranquillement, leurs assiettes intactes. Ma fille m'a regardé avec une fierté qui n'avait pas besoin d'explication. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Je n'ai jamais été aussi bien. Les invités me regardaient différemment maintenant, certains avec curiosité, d'autres avec une culpabilité gênée, mais aucun avec pitié. Et cela comptait plus que tout. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas joué le jeu. J'ai changé les règles. Mais Silas n'en avait pas encore fini. Et moi non plus. La salle de bal scintillait de toute la grandeur surcompensée qu'il pouvait se permettre. Nappe bordée d'or, serviettes monogrammées, un groupe jouant doucement une reprise de Sinatra surutilisée. C'était le genre de réception destinée à crier « Nous avons réussi ». Mais sous l'éclat, je pouvais le sentir se défaire. Il l'avait vu dans la façon dont les invités se penchaient plus près pour chuchoter quand je passais, dans les sourcils levés et les regards pas si subtils vers les jumeaux. Ma présence n'était pas bruyante, mais elle était perturbatrice, et cela le déstabilisait plus que si je lui avais jeté un verre au visage. Au moment où les assiettes du dîner ont été débarrassées et les verres de champagne remplis, l'énergie avait changé. Il le sentait aussi. Je pouvais le dire à la façon dont son sourire devenait rigide, ses gestes exagérés, essayant de récupérer la vedette. Les hommes désespérés surjouent toujours leurs mains, et il était sur le point de le faire. Silas s'est levé et a tapoté le côté d'une flûte en cristal. Si je peux me permettre, a-t-il commencé, sa voix doucereuse, j'aimerais porter un petit toast au nouveau départ et aux leçons apprises. Les gens ont entrechoqué leurs verres, ont murmuré poliment. L'écran du projecteur derrière lui s'est animé. La première image est apparue, un vieil avis d'expulsion avec mon nom dessus, daté et froissé, mais lisible. Puis est venue une photo de moi, visiblement enceinte, debout devant un motel bon marché avec un sac d'épicerie à la main. Une autre a suivi. Ma berline déglinguée garée devant une laverie automatique ouverte 24h24. D'autres éclairs d'une vie que je pensais avoir enterrée avec dignité, maintenant servis comme des amuse-gueules à une foule avide de divertissement. Il a souri au public comme un magicien révélant son meilleur tour. Nous avons tous un passé, n'est-ce pas, a-t-il gloussé. Certains viennent juste avec plus de bagages. Quelques-uns ont ri, nerveux, incertains. La plupart non. L'air s'est épaissi, les yeux se sont tournés vers moi, attendant, s'attendant à des larmes, une scène, peut-être une sortie en trombe. Au lieu de cela, je me suis levé. Je n'ai pas touché le microphone. Je ne suis pas allé à l'avant. J'ai juste levé mon verre, calme comme toujours, la voix claire mais assez douce pour que la pièce doive se taire pour entendre. C'est drôle, ai-je dit.
Ce sont les mêmes années où je portais l'héritage que vous avez abandonné. Silence. Je me suis légèrement tourné vers le fond de la salle où mes jumeaux étaient assis, droits, impeccables, en costume sur mesure. Voulez-vous voir ce qu'est devenue cette soi-disant erreur? Les garçons se sont levés comme sur un signal, grands et immobiles, le portrait craché de leur père, seulement plus fort là où il était devenu amer, plus gracieux là où il était devenu cruel. Toute la salle s'est immobilisée. Même le groupe s'est arrêté en plein accord. On pouvait entendre la glace se déposer dans le champagne. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter un mot. Je me suis rassise. Les laisser regarder. Les laisser voir la vérité sans que je leur mâche le travail. Le visage de Silas, autrefois suffisant, tressaillait maintenant de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Non pas parce que j'avais crié, mais parce que je ne l'avais pas fait. Colline a agrippé son bras avec des doigts si serrés que ses jointures sont devenues blanches. Elle lui a chuchoté quelque chose, mais il n'a pas bougé. Il ne pouvait pas. L'homme qui avait passé des années à m'effacer était maintenant réécrit par la preuve même qu'il avait laissée derrière lui. Les gens ont commencé à murmurer. Pas les mêmes chuchotements qu'auparavant. Ceux-ci avaient du poids. J'ai attrapé des bribes. Ce sont ses enfants. Ils lui ressemblent tellement. Elle n'a jamais dit un mot. Une femme à la table voisine s'est penchée. C'était gracieux, a-t-elle dit doucement, presque avec admiration. J'ai souri. C'était la vérité. Le reste de la soirée s'est déroulé comme si de rien n'était, du moins en surface. Mais je savais mieux. Tout le récit qu'il avait passé des années à tisser s'était défait en moins d'une minute. Non pas parce que j'avais joué salement, mais parce que je n'avais pas eu à me battre du tout. Les jumeaux sont retournés à leur siège. Ma fille s'est penchée et a chuchoté. C'était plutôt génial. J'ai ri. Tu trouves? Elle a hoché la tête. Tu avais l'air d'une reine. C'est tout ce dont j'avais besoin. Laissez Silas se débrouiller pour le reste de la soirée. Laissez le gâteau cher être coupé, la première danse se balancer, le photographe prendre ce qui restait d'une illusion parfaite. J'avais déjà donné aux invités la vraie histoire, une histoire qu'ils n'oublieraient pas au dessert, parce que la vérité n'a pas besoin d'un projecteur. Elle a juste besoin d'un moment. Mais Silas n'avait pas terminé. Et le destin non plus. La salle de bal avait commencé à s'assombrir dans la douceur du soir. Des bougies vacillaient. Le groupe est passé à quelque chose de plus lent, de plus doux. En surface, tout brillait encore, mais je pouvais sentir le changement. L'énergie avait changé. Des chuchotements me poursuivaient alors que je me déplaçais dans la foule. Pas du genre malveillant. Plus maintenant. Curieux, respectueux, mal à l'aise. Colline n'avait pas croisé mon regard depuis les toilettes. Sa mâchoire se crispait chaque fois que quelqu'un hochait la tête dans ma direction. Elle n'arrêtait pas d'ajuster son bracelet en diamant comme s'il glissait. Ce n'était pas le cas. Elle se défaisait. Je me tenais près du fond, sirotant de l'eau, quand j'ai vu Silas remonter sur scène. Mon estomac ne s'est pas noué cette fois. Je savais déjà que quelque chose se préparait. On ne donne pas un coup à l'ego d'un homme comme lui en s'attendant à ce qu'il reste assis. Il a tenu un dossier manie impeccable, trop bien préparé, et a adressé à la foule un sourire faussement humble. Je n'allais rien dire, a-t-il commencé, déjà en train de mentir. Mais à la lumière de certaines impressions trompeuses qui circulent ce soir, je pense qu'il est important de clarifier quelques points. Il a ouvert le dossier et a brandi un jeu de documents imprimés. Ceci date de quelques années, des registres d'entreprise. Certains d'entre vous savent que j'ai cofondé Ridgewell Holdings. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, a-t-il fait une pause, savourant le moment, c'est que quelqu'un ici a détourné des fonds de cette société, discrètement, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que nous fassions presque faillite. Il a levé les papiers plus haut comme s'il présentait des preuves au tribunal. Rowena Whitmore, mon ex, elle a détourné plus de 75 000 $, les a utilisés pour, disons, reconstruire sa vie. Des halètements cette fois, audibles. J'ai même vu quelqu'un mettre une main sur sa bouche. Il m'a regardé directement. Elle n'a pas mérité son retour. Elle l'a volé. Je n'ai pas bronché, je l'ai laissé se pendre. J'ai marché lentement, ni pressé, ni secoué, jusqu'au côté de la scène où se tenait l'organisatrice de l'événement. Je lui ai tapoté l'épaule, j'ai murmuré quelque chose. Elle m'a tendu le micro de la réception.
Je n'ai pas regardé Silas en prenant la scène. J'ai regardé la foule, leurs yeux écarquillés, leurs têtes inclinées. Même le personnel de service s'était arrêté. J'ai tenu le microphone doucement, puis j'ai levé mon autre main, non pas pour accuser, mais pour présenter. De mon sac à main, j'ai sorti mon propre dossier. Plus épais. Des pages originales, jaunies sur les bords, notariées à l'encre bleue. Je n'allais rien dire non plus, ai-je dit doucement. Mais puisque nous partageons des histoires. J'ai ouvert le dossier. Ce sont les accords de capital initiaux de Ridgewell Holdings, ceux déposés avant même que la société n'existe. Vous remarquerez que le premier chèque provenait de la succession Whitmore. J'ai tourné la page lentement, montrant la signature. L'argent de ma famille, mon héritage. Des murmures à nouveau, plus forts maintenant. Silas n'avait pas l'argent pour lancer Ridgewell. Moi si. Et je le lui ai donné, sans contrat, parce que je croyais en lui. J'ai tourné une autre page. Voici le virement bancaire, le montant total, non pas à son nom, mais à l'entreprise. Parce que je n'essayais pas de voler quoi que ce soit. Je construisais un avenir. La foule a changé. On pouvait le sentir, la sympathie s'échappant de lui comme l'air d'un pneu crevé. Et ça, ai-je dit, en tenant la page qu'il avait brandie, c'est un faux. Vous remarquerez que la police ne correspond pas au papier en tête de l'entreprise de cette année-là. Le logo a été mis à jour en 2021. Ce document prétend être de 2018. Un homme en costume près du bar s'est penché en avant. Elle a raison. Je fais le travail d'impression pour Ridgewell. Ce n'est pas l'ancien modèle. Le visage de Silas s'est figé. J'ai continué. Il n'a pas seulement menti sur moi. Il a menti sur la chose même sur laquelle il a bâti sa réputation. Et il pensait que je resterais silencieuse à nouveau. J'ai rendu le micro à l'organisatrice, puis, juste pour ponctuer, j'ai quitté la scène et je me suis dirigé directement vers mes enfants. Ils n'ont pas dit un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Mon fils m'a pris la main. Ma fille a redressé les épaules à côté de moi. Colin se tenait dans le coin le plus éloigné. Sa bouche était ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Son regard a passé de Silas aux invités, qui évitaient maintenant le contact visuel avec eux deux. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser que son château était construit sur du bois pourri. En me retournant, la foule s'est écartée. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom, mais je pouvais sentir la pièce changer, les yeux écarquillés, les esprits s'emballant. Certains hochaient la tête, d'autres se contentaient de regarder. Et derrière moi, je l'ai entendu. Pas d'applaudissements, pas de hurrah, juste le groupe qui recommençait lentement à jouer. Cette fois, quelque chose de sombre et lent, comme une marche funèbre habillée de dentelle. Et eux. Quand la musique s'est arrêtée, le mariage n'était pas seulement terminé. Il était achevé. La dernière note s'est estompée comme une buée sur une vitre. Les invités se sont agités inconfortablement sur leurs chaises, leur conversation réduite à des murmures et des regards de côté. Certains s'éclipsaient déjà, attrapant leur manteau et évitant le contact visuel. D'autres s'attardaient par pure curiosité, comme des badauds devant un accident dont ils ne voulaient pas admettre qu'ils faisaient partie. Silas se tenait seul près de la scène, les épaules rentrées comme un homme attendant un coup qui ne vient jamais. Sauf que celui-ci était déjà venu, encore et encore. Le costume qui criait autrefois la confiance ressemblait maintenant à une armure laissée trop longtemps, lourde et mal ajustée. Il a marmonné quelque chose à un homme que je ne reconnaissais pas, essayant peut-être d'expliquer, s'accrochant peut-être encore à l'idée qu'il pouvait tordre la vérité en quelque chose d'autre, mais il était trop tard. Colin se tenait près de la tour de champagne, son voile serré dans un point, non pas porté, mais juste suspendu comme un drapeau blanc. Elle a regardé Silas, les gens qui l'évitaient, puis à nouveau moi. Nos regards se sont brièvement croisés. Pas de haine, pas de rage, juste le regard terne et vide de quelqu'un qui a réalisé que le conte de fées était mis en scène avec des accessoires contrefaits. Elle a tourné les talons et est sortie tout droit de la salle de bal. Le voile a glissé de sa main et a flotté jusqu'au sol. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, je me suis tourné vers mes enfants. Ils étaient calmes comme ils l'avaient été toute la soirée, mais pas par peur. Il y avait quelque chose de plus stable maintenant dans la façon dont ils se tenaient à côté de moi. Ils n'ont pas bronché quand les gens les ont regardés.
Ils ne se sont pas tournés vers moi pour avoir des réponses. Ils ont juste tenu mes mains comme ils l'avaient fait depuis le début, comme si nous nous étions entraînés pour ce moment sans le savoir. Allons-y, ai-je dit doucement. Nous avons traversé la même grande entrée que j'avais quittée il y a 8 ans. En larmes, dans la honte, en silence. Ce soir, nous sommes partis de la même manière. En silence. Mais non pas parce que nous étions brisés. Parce que nous ne devions à personne un autre mot. Dehors, l'air de la nuit était plus frais que je ne m'en souvenais. Une brise est passée comme une vieille amie. Je l'ai laissée parcourir mes épaules, purifiante. Nous étions à mi-chemin des marches de l'hôtel lorsqu'une voix a appelé derrière moi. Rowana. Je me suis retourné et pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait grandi, sa silhouette plus grande, plus posée, mais les yeux étaient les mêmes, doux, scrutateurs. C'était Harper. Elle s'est avancée, hésitante, mais certaine. Ses mains étaient jointes devant elle comme si elle ne savait pas trop quoi en faire. Je ne voulais pas interrompre, a-t-elle dit. J'avais juste besoin de dire merci. J'ai hoché la tête, lui laissant de l'espace. J'étais cette fille, a-t-elle poursuivi. Cette nuit pluvieuse, celle avec l'œil au beurre noir et sans chaussures. Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne le voulait. Ma gorge s'est serrée, non pas de douleur, mais de la gravité silencieuse et humiliante du moment. Elle a souri faiblement. Vous voir vous tenir là ce soir, tenir bon, je ne savais pas à quel point j'avais besoin de voir ça. Vous m'avez donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais encore. Je me suis approché et j'ai posé une main doucement sur son bras. Tu m'as aussi sauvé cette nuit-là, Harper, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je n'étais pas seul. Elle a cligné des yeux rapidement et a souri à nouveau. Je suppose que nous avons toutes les deux traversé le feu. Nous n'avons pas seulement traversé, ai-je dit. Nous en sommes sortis. Harper a hoché la tête. Et sur ce, elle s'est retournée et a disparu dans le trottoir. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis resté immobile un instant, laissant tout se calmer. Puis j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti l'avis d'expulsion plié que Silas avait autrefois utilisé comme une arme. Il était froissé, usé par toutes les années où je l'avais gardé, non pas par sentiment, mais comme un rappel. Je l'ai déplié une dernière fois, mon nom toujours imprimé en haut. Les noms de mes enfants écrits à la main dans les marges. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec distance, comme une photo d'une vie qui ne m'appartenait plus. Sans cérémonie, je me suis dirigé vers la poubelle la plus proche à côté du voiturier. J'ai plié le papier lentement, proprement, puis je l'ai laissé tomber dedans. Juste du papier maintenant, pas une prophétie. Derrière moi, mon fils a demandé doucement, « Maman, sommes-nous libres maintenant ?» Je me suis retourné et j'ai souri. Pas grand, pas tape à accent grave l'œil, juste honnête. Nous l'avons toujours été, ai-je dit. Nous devions juste le montrer au monde. Nous avons continué à marcher, dépassant les haies, le trottoir du voiturier, les derniers curieux. Et pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas en arrière, seulement en avant.